Je voulais d'abord remercier le CNRS de nous accueillir dans cette magnifique salle qu'on nous met à disposition. Cette réunion est organisée en fait par trois entités. Minapat, qui est une start-up sociale et solidaire, puisqu'on est reconnu d'utilité sociale. Le but n'est pas de faire fortune et d'aller en bourse, mais de développer des nouvelles techniques d'analyse pour mieux comprendre certaines maladies. Il y a l'association ALCTMP, ça veut dire Association de lutte contre le cancer thoracique et les minéralopathologies, qui est présidée par le Dr Alex, que j'excuse parce qu'il est en vacances, et c'est vrai qu'on n'a pas pu, on nous mettait cette salle à disposition, on n'a pas pu tout coordonner. Et puis le LAMCOS avec Anna Maria, et je pense aussi Daniel Nelias, qui est le président du LAMCOS, qui nous a beaucoup aidé pour obtenir cette salle. Alors, dans le programme, on a eu un petit bug de timing, puisqu'on met 9h30 début de la session, et en fait, la première session part à 10h. Donc en fait, on va commencer plus tôt, parce que du coup, ça permettra de faire une petite pause entre la session minéralopathologie et la session implant. Est-ce qu'on peut, comment on avance le deuxième diapo? Voilà. Donc je vais expliquer, je vais juste faire un tout petit mot d'introduction et après je donnerai la parole à Anna Maria qui fera un petit mot d'accueil et qui commencera sa présentation 10 minutes, un quart d'heure avant. Voilà. Donc ce que je voulais dire, la minéralopathologie, en fait, c'est l'étude des relations causales entre des expositions à des particules minérales et des pathologies. Donc c'est en fait une intersection entre les scientifiques et la médecine, comme on voit, et c'est ça la minéralopathologie. Donc on parle de santé et maladie, et on parle d'exposome. Alors l'exposome, ce qui est important, nous on travaille surtout sur les particules minérales. Ça veut dire on ne travaille pas sur les composés organiques volatiles, c'est des gaz. On travaille sur les particules minérales, et on les analyse parce que l'outil principal de Minapat, c'est un microscope électronique. C'est un microscope électronique à balayage. Et on travaille sur quelles particules? En fait, l'exposome minéral, ça peut être des particules auxquelles on est exposé par inhalation. Ça va être un ouvrier du bâtiment qui va respirer de la silice et puis du tungstène parce qu'il utilise une scie en carbure de tungstène. Et donc ça va être par inhalation, ça va être aussi parce que vous habitez à côté d'une usine qui recrache des métaux et des particules et que vous avez une exposition chronique. Ça peut être donc par inhalation, donc c'est extrêmement vaste. Ça peut être aussi inhalation parce que vous bricolez. Nous, il y a 30 ans, on s'est intéressé à ça parce qu'il y avait des jeunes filles qui avaient inhalé de la poudre à récurer à base de silice et qui ont fait des maladies sévères. Donc si vous voulez, l'inhalation, c'est extrêmement varié. Et donc, mais aussi, il n'y a pas que l'inhalation en fait. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs aux implants essure, parce que nous, moi je suis au départ pneumologue, je n'avais aucune vocation à m'intéresser aux implants essure, mais c'est la minéralopathologie qui nous a amené à nous intéresser aux implants essure. Et donc il y a aussi l'ingestion. Actuellement, il y a des débats sur l'aluminium et Alzheimer. Et bien, il y a des gens qui prennent beaucoup de phosphate d'aluminium, de phosphalugel. Eh bien, on ne sait pas s'il n'y a pas un effet toxique de ce médicament phosphalugel, rien que par la présence d'aluminium. Donc ça, c'est de l'ingestion. Il y a eu des débats aussi, des gens qui ont fait des poussées de sarcoïdose parce qu'ils prenaient des médicaments à base de silice et ils faisaient des poussées de sarcoïdose quand ils prenaient des tablettes à base de silice d'un antihypertenseur. Mais ça peut être aussi des injections. Par exemple, certains vaccins, je sais que c'est politiquement sensible, moi je suis tout à fait pour les vaccins, mais c'est vrai qu'il y a tout un débat sur les myofascites à macrophages par l'adjuvant aluminium, où on met en évidence des granulomes à base d'aluminium au niveau local. Et puis, ça peut être par application. Je vous montrerai, par exemple, un tatouage, je vous montrerai une observation avec Emmanuel, la présentation qu'on va faire, qui est anatomopathologiste. Il y a des applications de poudre aussi, de talc. Les poudres de talc appliquées sur de la peau escoriée, ça peut donner de la minéralopathologie. Et puis, l'implantation. Et on va vous parler ce matin de problèmes de prothèses de hanche qui peuvent envoyer des particules. Et il y a toute une session qui est consacrée aux implants essure, parce que ce sont des implants, à la corrosion de ces implants qui peuvent entraîner des pathologies, avec le débat de la relation causale entre ces implants et les symptômes locaux et les symptômes généraux des patients. Voilà, la minéralopathologie, c'est ça. Alors, il faut aussi, ce qui est très important, il faut qu'il y ait un questionnaire. Et quand un médecin voit une patiente qui a une granulomatose en particulier, ou une pathologie de cause inconnue,
On va dire, vous avez une maladie auto-immune, c'est de cause inconnue. Vous avez une sarcoïdose, c'est idiopathique. Il y a un terme qui est qui fait très scientifique, idiopathique. Mais en fait, l'idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas la cause. Et les gens ils me disent, j'ai une maladie idiopathique, ça y est, il a trouvé ce que j'ai une maladie idiopathique. Eh bien non, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé ce que vous aviez, mais c'est très important de faire un questionnaire environnemental, qui s'appelle ce questionnaire Minapat, qui est un peu le somme de travaux qui ont été faits à Sciences Po Paris, et puis d'expériences de différents... à Montpellier, on a un patient qui travaillait dans des silos de rizières, de balles de riz, et qui a fait une sarcoïdose. Non, c'est probablement la silice de ces balles de riz. Et ça, on apprend au fur et à mesure dans l'organisme. Voilà. Donc, si vous voulez, la minéralopathologie, c'est ça. C'est donc l'intersection entre le monde scientifique de l'exposome et le monde des pathologies. Et se battre contre l'espèce de tendance à dire, bah ça y est, c'est une sarcoïdose, c'est idiopathique, c'est pas la peine d'aller plus loin. Non, il faut aller plus loin, il faut faire des analyses, et on se bat pour que cette analyse en microscopie électronique, le questionnaire, ça on le met à disposition, il est gratuit, mais la microscopie électronique, elle a un coût, et que ça soit reconnu à la sécurité sociale, mais c'est un long chemin pour aboutir à ça. Donc voilà, je ne vais pas plus loin. Donc maintenant, je vais redonner la parole, je vais reprendre la page d'accueil. Je vais donner la parole à Anna Maria, qui va vous faire un petit mot d'introduction, parce que cette minéralopathologie, c'est un partenariat avec l'équipe du LAMCOS, et en particulier Anna Maria, depuis 8 ans. Et donc, c'est un petit peu l'évolution un petit peu de notre partenariat. Et puis, je voulais dire aux intervenants qu'on va faire, il y en a qui ne sont pas encore arrivés, mais je leur dirais que normalement, c'est 10 minutes les interventions, et après, il y a 5 minutes de questions. Il faut qu'on tienne notre timing pour ne pas dépasser, et on va essayer de faire du coup, comme on démarre un peu en avance, un quart d'heure de pause entre la session minéralopathologie générale et la session implant et sûr. Mais donc c'est pour prévenir je vais faire un peu le juge du temps. Et donc il y aura une petite sonnerie quand les 10 minutes sont passées. Donc vous mordez sur votre temps de 5 minutes de questions. Mais de toute façon, il y aura des tables rondes. On pourra reposer des questions à ce moment-là. Donc je donne la parole à Anna Maria pour qu'elle vous accueille et puis qu'elle commence sa présentation. Bonjour à tous, donc merci d'être venus aujourd'hui. Donc, je suis chargée de recherche en biotribologie au laboratoire de mécanique des contacts des structures. Pourquoi de la mécanique? Parce que la mécanique génère des particules. La mécanique par la tribologie, c'est le frottement des matériaux en contact qui va générer des particules. Et on s'intéresse en ce laboratoire à plein des origines des particules, notamment celles du transport, et on essaye de limiter leur éjection dans la nature, dans l'environnement, par différents moyens. Ils peuvent poser des problèmes de bruit, par exemple les TGV. On travaille sur les TGV dans les gares, quand ils freinent, ils éjectent des particules. On a du bruit, on essaie de limiter le bruit de leurs freins. Et puis aussi, on essaye de limiter les particules nocives pour l'environnement. Et surtout, on travaille avec les centrales nucléaires, avec des joints d'étanchéité pour que les produits nucléaires ne se trouvent pas dans la nature. Et donc, il faudrait voir que la mécanique gère beaucoup des contraintes mécaniques et c'est pas toujours la faute du matériau qu'il contient telle ou telle particule, c'est la faute du contact et des surfaces qu'on se retrouve dans la nature avec telle et telle particule. Et notamment, donc, il y aura la présentation de Valentin, donc le doctorant que j'ai encadré sur les implants de hanche, et qu'il va vous dire que c'est pas la faute d'un matériau, c'est la faute d'une combinaison de matériaux, que des fois on arrive à des catastrophes un petit peu, et c'est un petit peu comme dans l'implant et sûr, c'est pas le nitinol ou les autres matériaux qui posent des problèmes, c'est la soudure. Et c'est grâce à ça qu'on a pu découvrir avec Michel, en expertisant une implante, parce qu'on est parti au début, on ne sait pas, en mécanique, on ne sait pas qu'est-ce que se passe dans une contact flottante, donc on expertise, on analyse, et puis on essaye de comprendre. Et grâce à l'équipe biochimie de lipidomique, donc Nathalie, elle est là, présidente de la plateforme lipidomique, on
peut actuellement aller vers les modèles cellulaires, des modèles animaux aussi, où on peut prouver des effets locaux, inflammatoires ou systémiques, neuronales de certaines pathologies. Donc on essaye d'avancer, mais je sais qu'il y a beaucoup de patients ici. La science avance doucement, pas aussi vite que vous voulez, mais si on va aller plus vite qu'on veut, on peut dire des bêtises. Et j'espère pas dire trop de bêtises dans ce qu'on montre, parce qu'on dit ce qu'on connaît et on ne connaît pas tout. Bon, donc du coup, j'ai fait l'introduction. Oui. Il faut ouvrir votre présentation. Oui, là c'est la présentation. Et donc, 10 minutes. Allez. C'est ça, je suis assez bavard. Donc du coup, je vous présente une étude qu'on a commencé depuis 2015 avec Michel Vincent à étudier le changement de la litière de chat à base de silice et ses effets sur la toxicité. Donc cette étude-là, donc dans les premières discussions avec Michel, il nous dit « Ah, mais il y a des articles qui s'intéressent à cette litière. Cette litière de chat, elle est encore commercialisée. Donc c'est des litières à base de silice contre les odeurs. Et donc vous voyez ici l'aspect en gros graines de silica gel. Donc c'est une gel de silice, à base de silice, mais il y a quand même de silice cristalline dans cette gel-là. Et donc les producteurs disent « Ah, mais on ne peut pas avoir des nanoparticules dans ces gros graines, donc on le commercialise et on fait encore, malgré des études depuis 2013-2012 qui montrent qu'il y a des particules toxiques dans cette litière-là et surtout des travailleurs qui produisent cette poudre qui ont été malades de sarcoïdose, et même les chats. Les vétérinaires disent qu'ils sont malades de sarcoïdose. Donc là, on s'est demandé pourquoi les études in vitro ne prédisent pas cette toxicité, parce qu'elle continue d'être commercialisée. Et donc là, du coup, on s'est dit, cette litière-là doit dégager des particules. Et cette particule-là, on n'est pas capable de le capter dans l'air ambiant comme il faut pour les analyser. Et donc nous, on s'est intéressé un petit peu comment on peut capter ces particules dans l'air ambiant. Et on a commencé à faire de bibliographie sur les collectes d'air existantes. Et vous savez, les stations météo qui existent partout, le désavantage de cette station météo, c'est qu'on fait une collecte sur le filtre de quartz. Pourquoi le quartz? Parce que il permet des débits journaliers. Ça veut dire que si vous mettez une autre filtre, il se bouche après 1 heure de collecte et on ne peut pas prélever pendant la journée. Et donc du coup, on a de quartz, de silice. La silice, on ne l'analyse pas. Donc c'est complètement non analysé dans l'air ambiant cette fois-ci. Après, on a des études plus poussées où on a des collecteurs spéciaux à impact. Donc on a l'air qui impacte des petites pastilles où on les dépose. Donc là, pour l'instant, c'est des études MEP. Michel va vous montrer qu'on a développé des études MEB. Quel est l'avantage? C'est que c'est plus rapide et moins coûteuse que les études MET. Et puis on a des compteurs de particules, mais on ne capte pas les particules, on le mesure en temps réel sans le capter. Et donc là, pour vous dire, là c'est les collectes. Et de collecte à l'analyse de toxicité, il y a une grande vide. Parce qu'il y a, après collecte, il faut qu'on ressorte les particules des filtres. Et vous voyez, quand on ressort du filtre de quartz, on a plein de particules de quartz qui vont purifier notre échantillon. Et puis, on le met dans les cultures cellulaires pour prouver la toxicité. C'est une méthode assez lourde qui pose 2 problèmes principaux, support contaminante à base de silice et particules modifiées
modifiées par l'étape d'extraction. Parce que quand elles sont en atmosphère, les particules sont chargées électriquement. Quand on frotte, vous voyez une feuille à la photocopieuse, elle est électrique. Quand on marche, on est électrique et on fait la vis, ça pique un petit peu. Donc les particules sont électriques, sont actives, et quand on va le mettre inactivé dans une culture cellulaire, ça ne va pas donner la même réponse. Et donc nous, à partir de ça, on s'est intéressé sur quel support on peut collecter pour qu'on est réaliste, et on est parti à la partie biologique, aux poumons. Comment les particules sont collectées dans nos poumons, et on a encore fait de la bibliographie, et on a vu que les particules macro, donc ceux qui sont plus de 10 micromètres, on éternue, on les évacue. Les particules qui sont inférieures à 10 micromètres, elles vont rentrer plus loin, ils vont être captés par les bronches trachées, et puis on peut les sédimenter. Donc les personnes qui fument, on voit leur trachée, elle est un peu noirâtre. Donc après, donc on arrive à 1-2 micromètres, on peut les évacuer par le mucus. On recrache. On crache et puis on évacue cette particule-là. Et puis, le plus dangereux, c'est les particules inférieures à 1 micromètre qui arrivent aux branches, donc au sac alvéolaire. Et c'est là que ça pose des problèmes vraiment de toxicité. Tout ce qui est avant, c'est un peu moins grave que ce qui arrive au sac alvéolaire. Donc, par conséquence, on s'est dit, dans ces sacs alvéolaires, quel est l'élément principal sur lequel on pourrait faire une collecte des particules, et on voit que dans ces poumons, nous, on a une petite film de tensioactive, donc comme une boule de savon. C'est cela qui permet de garder ouvertes nos alvéoles pulmonaires, et c'est là on l'appelle surfactant pulmonaire. Et vous savez que chez les nouveau-nés qui le manquent, on l'injecte du surfactant pulmonaire pour ouvrir les bronches. Et donc du coup on a dit, ce surfactant pulmonaire peut être notre modèle de collecte. Et donc, du coup, on a pris ce surfactant pulmonaire comme modèle de collecte. Et puis, quel type de cellules on doit reproduire pour reproduire la réaction toxique? C'est la macrophage qui vient là, qui va manger toutes les particules qui vont être, pour les éliminer, donc qui vont arriver là. C'est la première barrière, donc c'est le surfactant et la cellule macrophagique. Et donc là, pour dire, on a développé ensemble avec Minapat une petite sac à dos de collecte, donc où on se balade, on va aspirer l'air directement sur une surfactant pulmonaire, donc on va barboter, on fait nos petites alvéoles modèles, et on va mettre des filtres de 10 micromètres parce qu'on sait que les particules inférieures à 10 micromètres, ils ne vont pas arriver dans nos poumons, et on va essayer de barboter. En même temps, on fait des collectes de DX, mais je ne vais pas parler parce que c'est Michael qui va parler après. Et donc, avec ce sac à dos, on a dit on va tester la toxicité de la litière de chat à base de silice commercialisée. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis dans une pièce de 12 mètres carrés, on n'a pas aéré la pièce parce qu'on a dit bon c'est une personne qui n'aère pas, on va voir qu'est-ce que ça donne, et on a fait 2 heures d'aspiration. C'est la norme de l'air intérieur. Quand on fait une collecte, on aspire pendant 2 heures, on a essayé de se mettre dans la norme. Et puis par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces particules collectées dans le surfactant et on les a mis dans les cultures cellulaires des macrophages. Donc on a utilisé des lignées macrophagiques là, et on les a rajoutées à 25%. On a dit qu'on ne va pas le rajouter énormément pur. Et puis on a fait une référence sans particules, ça veut dire juste le surfactant rajouté à 25%, une de l'air, particules d'air sans changement de litière de chat, donc on n'avait pas de litière dans la pièce, et puis une litière, donc particules, où 1 minute avant, on a démarré nos systèmes de collecte. Pendant 1 minute, on a déversé et puis on n'a plus rien fait et on a aspiré pendant 2 heures. Donc on n'est pas en train de brasser la litière, on fait une manip
on verse et puis on le laisse. Donc là, du coup, on a analysé déjà l'air en MEB, comme dans la méthode de Michael, c'est avec lui qu'on a analysé. Et vous voyez ici, c'est le pourcentage de particules et c'est l'aspect des filtres. Vous voyez ici quelques particules et ici, vous voyez plein de particules. Donc, et quand vous regardez le pourcentage, dans l'air ambiante, on a plus d'aluminosilicate, c'est de la terre, de bâtiments et tout ça, que de la silice. Et puis on a bien sûr plein d'autres particules, tandis qu'après qu'on verse la litière de chat, on a cette barre-là, vous voyez, on est plus de 90% de silice par rapport à aluminosilicate qui est tout bas, donc qui reste à peu près pareil, et puis les autres. Donc là, on a une augmentation, si on compte aussi le compteur de particules, on a de 17% des particules de silice et seulement de 4 de aluminosilicate. Ça prouve bien que cette litière, elle est en silice. Et donc là, après, on a mis cette litière sur les macrophages. Là, c'est des cellules en bleu, c'est les noyaux, en rouge, c'est le cytosquelette. Bon, on ne voit pas la cellule, elle s'adapte, elle reste vivante, donc on n'a pas des modifications significatives de sa viabilité en 24 heures. C'est la norme des analyses des particules. Donc la norme s'arrête ici, dit, bon, mais la litière, elle est biocompatible. Nous, on a voulu aller plus loin. Et on a analysé le stress un petit peu fluidifiant du métabolisme. Donc c'est une marqueur fluorescente qu'on développe chez nous. Et puis on voit que le milieu extracellulaire, il est beaucoup modifié, tandis que la cellule, elle s'adapte. Donc du coup, en 24 heures, la cellule va cracher des choses qui vont inflammer les tissus adjacents, mais elle-même, elle ne se modifie pas. Et donc là, pour dire, on essaye de faire actuellement en temps réel la même mesure. Donc on se déplace sur terrain chez des gens et on voit l'augmentation des particules avec la baisse de rigidité du surfactant et la peroxydation. Donc on fait ça en temps réel sans mettre des cellules et avoir une marqueur précoce de l'inflammation. Merci et désolé pour le... On a 3-4 minutes pour discuter de la présentation. Combien de personnes ont des chats et combien ont des litières de chats? Donc, je pense que ce soir, vous allez regarder, on conseille plutôt d'utiliser des litières végétales, ou en tout cas de changer la litière sur le palier ou sur le balcon ou dans le jardin, plutôt que de la changer chez soi. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser, il y a... Je ne sais pas comment le micro... Mais moi, j'ai pas bien compris après 24 heures ce qui se passait, s'il vous plaît. Donc, aux 24 heures, si on analyse les cellules, elles sont vivantes, elles sont bien. Mais si on analyse leur milieu de culture, on voit qu'il y a une stress oxydative et on voit qu'il y a une modification de fluidité de surfactante. En effet, la fluidité, c'est lié à la capacité pulmonaire, c'est l'efficacité de surfactante. Donc du coup, on a des modifications très présentes sur le milieu extracellulaire, mais la cellule elle-même, elle s'adapte. D'accord. Donc là, on parle d'effet mutagène. Oui, Sinatra. Hein? On parle d'effet mutagène. Il va passer le micro. On n'est pas encore à le confirmer, il faudrait d'autres études pour aller jusque-là. Donc Nathalie, elle... Oui, non, je voulais juste, parce que quand tu dis qu'il n'y a pas d'effet sur les cellules, qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez pris un certain pourcentage de ce que vous avez récolté sur surfactant et vous l'avez mis sur culture cellulaire? Est-ce qu'il peut y avoir potentiellement en fait un effet concentration des particules? Oui, nous, on n'a pas encore étudié la variation de concentration, c'est une autre étude et on n'est pas encore finalisé tout ça.
Mais c'est vrai qu'on doit avoir une concentration. Il faudrait dire qu'on mesure la concentration, vous la voyez là, à microgrammes par mètre cube. Et vous voyez qu'après déversement, donc là c'est avant déversement et après déversement. Et vous voyez toutes les particules inférieures PM1, elles augmentent. Et après 2 heures de collecte, ils n'ont pas descendu. Donc ça veut dire que si vous n'aérez pas la chambre, elle persiste. Et vous le respirez, respirez. Et par rapport à la norme, c'est une norme générale. Il n'y a pas de norme. Non, on nous parle de norme de temps de 24 heures pour être dans la... Oui, pour être dans la norme. Donc c'est une norme qui est pas pour l'air ambiant, c'est une norme qu'on le prend des implants articulaires, des particules en général, et qu'ils nous disent qu'il faudrait le faire à 24 heures, à 48, à 72 heures. On n'est pas allé jusque-là parce qu'on montre juste à 24 heures, mais qu'il faudrait dire que pour l'instant, une première avis peut être donné en disant c'est pas toxique à 24 heures et ça peut aller, premier avis, on n'est pas obligé de faire les autres, sauf si une industrielle il est très pointu et il veut aller plus, mais c'est obligatoirement de faire 24 heures. C'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Et c'est quelque chose qui est général à d'autres produits oui, c'est général à beaucoup de produits, mais ce qui se passe, c'est quand les cellules poussent dans une petite plaque de culture, il faudrait dire qu'on essaye d'éviter qu'elles se mettent une sur l'autre et que le métabolisme soit annihilé. Donc pour faire plus 72 heures, il faudrait qu'on gère un peu plus spécialement notre culture pour qu'elle ne meure pas d'une autre cause que la cause des particules. Et c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Mais la norme, il dit 24 heures. Il y a l'équipe de Turin qui travaille beaucoup là-dessus et qui montre que bien les silices colloïdes et les silices amorphes, si elles sont en anneau, elles peuvent être presque aussi dangereuses. C'est vrai que la silice cristalline, pendant la cristobalique, c'est pas ce genre de cristaux. Je sais pas si marche. Oui, ils sont effectivement beaucoup plus toxiques. Hein. Et puis, tu as également ce qu'on appelle les VLEP, les valeurs limites d'exposition professionnelle, pour la concentration de cristaux de silice dans l'atmosphère, qui doit être également une référence. Oui, bien sûr. À 24 heures, ça aura le même effet. Comment? À 24 heures, je ne pense pas qu'on verrait une différence entre les deux. C'est-à-dire que le test là, il faudrait, non mais on peut faire, effectivement, il faudrait imaginer aussi qu'on fasse à 10 heures, à 24 heures, mais ça fait énormément d'analyses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un nuage qui intoxique quand même les gens, je pense, qui font respirer des quantités importantes de silice lorsqu'ils changent leur litière dans un espace clos. Hein. Raoul? Raoul, il faut présenter peut-être une courte, dites en 2 mots. Oui. Moi je suis doctorant, j'ai étudié aussi l'impact de la pollution, un autre type de pollution sur le poumon. Et je voulais savoir si vous vouliez aussi étudier, du coup, là vous avez regardé les macrophages, mais les cellules épithéliales, parce qu'elles n'ont pas du tout le même type de métabolisme et la même capacité de résilience vis-à-vis des attaques de pollution. Oui, en effet, le projet initial c'était pneumocytes, des pneumocytes de type 2, qui c'est les cellules qui synthétisent le surfactant et qui créent l'épithélium de transfert. Et du coup, si on prenait des pneumocytes type 2, on aurait le surfactant en même temps que la réaction. Mais par contre, du coup, l'idéal, ça serait une co-culture macrophage pneumocyte 2. Pour l'instant, on n'a pas assez de fonds pour faire ces manipulations qui sont beaucoup plus lourdes. Ok, donc une dernière question et après je propose qu'on passe à la présentation suivante de Valentin. Je voulais savoir si cette silice c'est également ce qu'on retrouve dans certains médicaments comme le paracétamol. Oui, il y a des excipients qui sont à base de silice et il y a une observation dans Lancet qui était très intéressante de quelqu'un qui prenait des tablettes à base de silice et qui faisait des poussées de sarcoïdose. Est-ce qu'il y a un facteur, parce qu'on peut avoir aussi des facteurs d'immunoréaction par rapport au nickel, il y a des gens qui sont allergiques au nickel, et il peut y avoir des réactions de ce type-là, mais c'était très intéressant, il se posait la question du rôle de ces tablettes en silice. Voilà. Bon,
je propose que maintenant qu'on avance, et donc on va vous parler d'un autre domaine.